Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour parler de ce sujet, de la remédiation cognitive chez l'enfant, qui est un sujet important en pédopsychiatrie, aussi bien pour la vie de l'enfant, son épanouissement, et puis sa future vie adulte. Alors, ce que je vous propose, c'est d'associer à la fois les données disponibles dans la littérature et un retour d'expérience clinique pour vous parler des spécificités et de l'efficacité de ces techniques chez l'enfant. Alors, chez les enfants qui présentent des pathologies neurodéveloppementales, la prise en charge des troubles cognitifs est largement répandue. Elle est portée par divers professionnels, des orthophonistes, des psychologues, des ergothérapeutes, etc. Mais la plupart du temps, il s'agit d'adapter soit l'environnement de l'enfant, soit de lui proposer un entraînement cognitif. Et dans ce contexte-là, finalement, les techniques vraiment spécifiques de remédiation cognitive sont plus confidentielles. Pour illustration, je vous ai mis ici le résultat d'une recherche sur PubMed où on voit que associer les mots enfant et entraînement cognitif, on a presque 20 000 résultats, alors qu'on est à moins de 500 lorsque le mot-clé est la remédiation cognitive. Et pourtant, comme vous le savez, la remédiation cognitive se distingue de l'entraînement cognitif parce qu'on ne va pas viser un entraînement répétitif pour une automatisation des processus en remédiation cognitive, mais on va plutôt aller entraîner des compétences alternatives, aller entraîner l'enfant à rechercher des stratégies alternatives pour contourner ses difficultés. Ce sont donc bien deux approches distinctes. Alors, si on regarde un peu plus les données publiées au niveau de la remédiation cognitive chez l'enfant, ce qui frappe dès les titres des papiers, en fait, c'est qu'on est sur des phases exploratoires, des propositions de protocoles, des retours d'expérience, des petites séries de cas. Donc, on est vraiment à un niveau préliminaire sur le plan des études publiées. Et donc, il y a un champ de recherche à développer sur ce champ-là. Et pourtant, il y a une utilisation réelle en pratique clinique à l'heure actuelle. Je vous ai mis ici quelques extraits de sites internet qu'on retrouve dans des hôpitaux de pédopsychiatrie ou bien des hôpitaux pédiatriques. Et en France, il y a vous voyez, je vous ai mis en haut à droite un article publié par l'équipe de Paris sur l'utilisation chez l'enfant de la remédiation cognitive. Et bien entendu, dans notre service à Génopsy, c'est une approche qu'on utilise très couramment. Ça fait vraiment partie du cœur de l'offre de soins que nous avons. Donc j'ai choisi de vous proposer, pour illustrer un petit peu le propos, quelques outils, et j'ai sélectionné des outils qui étaient disponibles en France. Je commence par les groupes PIFAM qui ont été mis au point au Québec par Madame Francine Lucier, qui sont disponibles en France. C'est des ateliers, vous voyez, qui sont proposés pour des enfants assez âgés, à partir de 10 ans, qui se déroulent en groupe et qui visent vraiment les fonctions attentionnelles. La cible clinique initiale, c'était vraiment le TDAH. Il y a une seconde version qui est adaptée aux enfants avec TSA. Et comme dans tous les programmes de remédiation cognitive que je vais vous montrer, l'objectif, c'est d'acquérir des stratégies d'apprentissage efficaces et généralisables, et cela passe entre autres par un développement des habiletés métacognitives de l'enfant. Les points forts de ce programme, c'est que c'est la situation de groupe qui, pour Francine Lucier, est vraiment la situation la plus écologique pour travailler les questions attentionnelles, parce que c'est en groupe qu'il y a le plus de risques d'interruption, de distraction, beaucoup plus qu'en situation individuelle avec un thérapeute. Et cette situation de groupe permet également un apprentissage vicariant, notamment parce que l'enfant va pouvoir observer comment les autres enfants s'y prennent pour faire les choses, et ce qui aide à développer leurs compétences métacognitives. Alors si on devait trouver des limites à ce type d'approche, c'est que de par la situation de groupe, c'est peu adaptable à des situations cliniques complexes, avec notamment des troubles du comportement très importants. Et à ce jour, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas d'études de validation pour attester de l'efficacité de ce programme.
Le deuxième programme qui existe et qui est accessible en France, c'est la CRT adaptée à l'enfant. Donc, je pense que vous connaissez toutes ou presque tous la CRT chez l'adulte. On doit l'adaptation à l'enfant à l'équipe du professeur Asma Bouden à Tunis, qui après être venu se former à Paris sur la CRT, a fait un travail d'adaptation à l'enfant tout à fait remarquable. Donc là, on est dans une prise en charge individuelle qui cible les fonctions exécutives et utilisée dans le cadre du TDAH, du TSA, mais également des troubles des comportements alimentaires et des schizophrénies ou des troubles psychotiques précoces. Alors, ce que je vous propose, c'est d'associer à la fois les données disponibles dans la littérature et un retour d'expérience clinique pour vous parler des spécificités et de l'efficacité de ces techniques chez l'enfant. Alors, chez les enfants qui présentent des pathologies neurodéveloppementales, la prise en charge des troubles cognitifs est largement répandue. Elle est portée par divers professionnels, des orthophonistes, des psychologues, des ergothérapeutes, etc. Mais la plupart du temps, il s'agit d'adapter soit l'environnement de l'enfant, soit de lui proposer un entraînement cognitif. Et dans ce contexte-là, finalement, les techniques vraiment spécifiques de remédiation cognitive sont plus confidentielles. Pour illustration, je vous ai mis ici le résultat d'une recherche sur PubMed où on voit que associer les mots enfant et entraînement cognitif, on a presque 20 000 résultats, alors qu'on est à moins de 500 lorsque le mot-clé est la remédiation cognitive. Et pourtant, comme vous le savez, la remédiation cognitive se distingue de l'entraînement cognitif parce qu'on ne va pas viser un entraînement répétitif pour une automatisation des processus en remédiation cognitive, mais on va plutôt aller entraîner des compétences alternatives, aller entraîner l'enfant à rechercher des stratégies alternatives pour contourner ces difficultés. Ce sont donc bien deux approches distinctes. Alors, si on regarde un peu plus les données publiées au niveau de la remédiation cognitive chez l'enfant, ce qui frappe dès les titres des papiers, en fait, c'est qu'on est sur des phases exploratoires, des propositions de protocoles, des retours d'expérience, des petites séries de cas. Donc, on est vraiment à un niveau préliminaire sur le plan des études publiées. Et donc, il y a un champ de recherche à développer sur ce champ-là. Et pourtant, il y a une utilisation réelle en pratique clinique à l'heure actuelle. Je vous ai mis ici quelques extraits de sites internet qu'on retrouve dans des hôpitaux de pédopsychiatrie ou bien des hôpitaux pédiatriques. Et en France, il y a vous voyez, je vous ai mis en haut à droite un article publié par l'équipe de Paris sur l'utilisation chez l'enfant de la remédiation cognitive. Et bien entendu, dans notre service à Génopsy, c'est une approche qu'on utilise très couramment. Ça fait vraiment partie du cœur de l'offre de soins que nous avons. Donc j'ai choisi de vous proposer, pour illustrer un petit peu le propos, quelques outils, et j'ai sélectionné des outils qui étaient disponibles en France. Je commence par les groupes PIFAM qui ont été mis au point au Québec par Madame Francine Lucier, qui sont disponibles en France. C'est des ateliers, vous voyez, qui sont proposés pour des enfants assez âgés, à partir de 10 ans, qui se déroulent en groupe et qui visent vraiment les fonctions attentionnelles. La cible clinique initiale, c'était vraiment le TDAH. Il y a une seconde version qui est adaptée aux enfants avec TSA. Et comme dans tous les programmes de remédiation cognitive que je vais vous montrer, l'objectif, c'est d'acquérir des stratégies d'apprentissage efficaces et généralisables, et cela passe entre autres par un développement des habiletés métacognitives de l'enfant. Les points forts de ce programme, c'est que c'est la situation de groupe qui, pour Francine Lucier, est vraiment la situation la plus écologique pour travailler les questions attentionnelles, parce que c'est en groupe qu'il y a le plus de risques d'interruption, de distraction, beaucoup plus qu'en situation individuelle avec un thérapeute. Et cette situation de groupe permet également un apprentissage vicariant, notamment parce que l'enfant va pouvoir observer comment les autres enfants s'y prennent pour faire les choses, et ce qui aide à développer leurs compétences métacognitives. Alors, si on devait trouver des limites à ce type d'approche, c'est que
de par la situation de groupe, c'est peu adaptable à des situations cliniques complexes, avec notamment des troubles du comportement très importants. Et à ce jour, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas d'études de validation pour attester de l'efficacité de ce programme. C'est une technique qui est assez facile à mettre en œuvre parce qu'elle a un format papier-crayon, parce qu'elle est très structurée, il y a une répétition, une progressivité importante tout au long du programme. Donc c'est assez aisé pour le thérapeute de la mettre en œuvre. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, on a des données d'efficacité, enfin en tout cas un début de données d'efficacité disponibles pour les enfants. Les limites, c'est quand les enfants sont vraiment d'un trop jeune âge ou sont des difficultés générales de type, comme on le retrouve dans le cadre d'une déficience intellectuelle. Et par certains, alors malgré le grand travail qui a été fait par l'équipe, il y a un côté un petit peu austère qui peut être des fois un frein pour la motivation de l'enfant à participer à ça. Le dernier programme que je voulais présenter, c'est celui qu'on utilise, qui a été développé dans le service et qui s'appelle donc Cognitus et moi. Donc ici, on est également sur une prise en charge individuelle qui cible à la fois les capacités attentionnelles et les fonctions visuospatiales et qui est cette fois-ci tout à fait adaptée à des profils cliniques divers allant des troubles des apprentissages à la déficience intellectuelle légère à modérée. Et on insiste beaucoup dans ce programme sur la question du transfert des stratégies dans différents contextes, en associant à la fois une phase papier-crayon, une phase informatisée et des activités à la maison. Donc l'intérêt de ce programme, c'est sa grande souplesse et son aspect assez ludique, puisque alors, le petit bonhomme Cognitus, là, que vous voyez à gauche, il joue un rôle de renforçateur très efficace pour les enfants. Par contre, il a les inconvénients et les avantages, c'est-à-dire que la grande souplesse que l'on a dans ce programme, qui est en partie due au fait que les exercices sont créés par le thérapeute de manière complètement individualisée pour vraiment cadrer au profil de l'enfant. Donc ça nécessite un temps de préparation un petit peu important et puis aussi une très bonne maîtrise des connaissances, une très bonne maîtrise pour le thérapeute du fonctionnement cognitif pour pouvoir justement créer ces exercices. Donc, on voit qu'il y a des outils qui existent. Alors, maintenant, en pratique, est-ce que c'est faisable, la remédiation cognitive chez l'enfant? Est-ce qu'on peut l'appliquer et quelles sont les limites et comment les contourner? Donc, je vais essayer de me centrer vraiment sur les spécificités liées à l'enfant et pas à la remédiation cognitive en général. Une des difficultés qui apparaît dans le retour d'expérience et également dans les papiers qui sont publiés, c'est une difficulté à aller jusqu'au bout de la prise en charge pour certains enfants. Donc, vraiment, pour faciliter la motivation, aller jusqu'au bout de la prise en charge, il y a les techniques qu'on utilise chez les adultes, un travail préparatoire très important au niveau de la psychoéducation, de l'explication, de cette prise en charge, la définition d'objectifs concrets pour l'enfant. Et donc là, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut que ça soit parlant pour l'enfant, que ça s'inscrive dans son univers d'enfant. Et puis, autre chose très importante, c'est que l'enfant, par définition, n'est pas autonome et qu'on ne peut pas considérer l'enfant sans considérer ses parents. Et vraiment, la complicité des parents dans cette prise en charge est absolument cruciale, je dirais même des autres professionnels. Pour la première raison, c'est qu'ils puissent permettre à l'enfant de réutiliser ses stratégies dans les différents environnements, et donc il joue le rôle de facilitateur et il donne l'opportunité de réutiliser ces choses-là. Puis bien sûr, il faut que la difficulté soit adaptée au niveau de l'enfant pour pas que ça soit trop frustrant et pas le mettre en situation d'échec. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment les enfants sont capables, au cours de ce type de prise en charge, de développer leurs capacités métacognitives et de réutiliser ces stratégies dans différents contextes? Alors, je vais vous faire une réponse avec d'expérience clinique qui est partagée avec mes collègues, c'est que oui, c'est possible et ça ne semble pas corréler au niveau de difficultés cognitives globales. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants avec une déficience intellectuelle légère qui vont facilement rentrer dans cette démarche de quelle stratégie j'utilise, comment je peux faire pour faire telle ou telle chose. Et puis d'autres enfants avec moins de difficultés qui seront plus en difficulté pour faire ça.
Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que l'environnement également soit complice. Je voulais citer des approches intégratives qui sont très prometteuses. Donc, qu'est-ce qu'on appelle approche intégrative? C'est carrément implémenter dans le cadre scolaire les principes de la remédiation cognitive avec tout un travail sur la métacognition. En Finlande, il y a un programme, vous voyez en haut à droite, qui est mis en place et qui a été publié, qui s'est montré tout à fait efficace sur le comportement et les résultats scolaires des enfants. Et vraiment, les choses sont intégrées dans le fonctionnement de l'école, ce qui demande certains aménagements, mais ça a l'air de bien fonctionner. En France, on a le Jean-Philippe Lachaud à Lyon qui a mis en place le programme ATOL. Alors, ce n'est pas un programme de soins, c'est vraiment à destination des enseignants, mais qui est dans cette même démarche. Alors, donc, c'est faisable, mais est-ce que la remédiation cognitive, est-ce que chez l'enfant, est-ce que c'est efficace, et si oui, sur quels paramètres? Alors, les deux cadres pathologiques pour lesquels on a le plus de données, c'est le TDAH et le TSA. Et vous allez voir, c'est surtout avec la méthode CRT qu'on a un petit peu de données d'efficacité. Et ce qui ressort, c'est qu'à la fin de la prise en charge, il y a une amélioration à la fois sur les capacités cognitives et à la fois sur le comportement et les aspects fonctionnels. Donc dans le TDAH, dans le TSA et également dans les troubles psychotiques précoces, où là, on avait même eu un effet positif sur le fardeau des aidants. Je vous ai mis ici, en fait, deux études de cas, deux retours d'expérience par rapport à la différence qu'on observe très régulièrement entre les tests cognitifs en fin de prise en charge et puis l'amélioration fonctionnelle. Et en tout cas, sur un niveau d'une étude de cas d'un enfant donné, ça nous est arrivé plusieurs fois de pouvoir mesurer des choses sur le comportement, mais pas de choses très claires sur le fonctionnement cognitif en tant que tel. En tout cas, tel qu'on essaye de l'évaluer. Donc, les publications retrouvent un effet sur le fonctionnement cognitif et le comportement. On a encore peu de données sur le maintien à long terme de ces bénéfices. Et aussi, on a assez peu d'essais contrôlés randomisés qui permettent d'attester de la spécificité de l'intervention et de l'intérêt de la spécificité de cette intervention. Finalement, la remédiation cognitive, ça a l'air de fonctionner, mais est-ce que ça fonctionne mieux, par exemple, que l'entraînement cognitif chez l'enfant? On a assez peu de données, ou de l'aménagement matériel, on a assez peu de données pour le dire. Donc pour conclure, nous avons donc des données préliminaires encourageantes sur l'efficacité de la remédiation cognitive chez l'enfant, mais c'est un champ de recherche encore à développer. Et les méthodes restent encore à valider. Et je rajoute, tout comme les méthodes d'entraînement cognitif, parce qu'en fait, il y a plein de méthodes utilisées très couramment en rééducation de l'enfant qui ne sont pas validées, en tout cas, ne sont pas validées sur le plan d'études scientifiques randomisées. Il y a un réel intérêt en clinique, enfin les retours pour les thérapeutes sont vraiment bénéfiques, enfin positifs, pardon. On a vu qu'on avait quelques outils disponibles en France. Et surtout, il faut penser la remédiation cognitive chez l'enfant comme intégrée dans un parcours de soins et de prise en charge coordonnée. Parce que les enfants ont souvent des piles de prise en charge qui, des fois, s'éparpillent un petit peu. Et si vraiment on veut s'assurer de l'efficacité et du sens en fait, des prises en charge, il faut des objectifs précis et il faut coordonner les choses, que ça soit porté par une structure ou quelqu'un qui coordonne les choses. Je vous ai mis ce petit diagramme pour terminer, que j'ai repris de Charlotte Séguin. Les pratiques basées sur les preuves en rééducation cognitive de l'enfant. Donc bien sûr, il faut se baser sur les preuves scientifiques, mais il faut aussi prendre en compte l'enfant et son contexte, son environnement, et ne pas omettre aussi l'expérience clinique du professionnel. Voilà, merci pour votre attention.
Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en avais une. Quand vous faites donc la méthode Cognitus, est-ce que ça vous arrive de switcher aussi sur des exercices papier-crayon avec l'enfant? Alors, dans la méthode Cognitus, il y a toujours des exercices papier-crayon au départ parce que, en fait, dans la séance, il y a toujours une première partie avec des exercices papier-crayon et les exercices informatisés arrivent dans un second temps. Et les exercices papier-crayon sont créés en fait par le thérapeute. Les consignes que l'on donne quand on fait la formation Cognitus, c'est d'utiliser, pour rendre les choses un peu plus agréables pour l'enfant, et le motiver d'utiliser les centres d'intérêt de l'enfant pour créer ces exercices papier-crayon. Donc c'est pour ça que c'est ultra individualisé. J'ai une autre petite question très rapide. Est-ce qu'il serait possible de faire comme avec les adultes? Je sais qu'en Tunisie, l'équipe d'Asma Bouden le fait beaucoup. C'est se coordonner avec les scolaires dans la mesure où, vous avez dit tout à l'heure qu'on n'observe pas forcément d'amélioration au niveau neuropsychologique, mais on observe une amélioration comportementale. Et peut-être que les scolaires, eux, peuvent matérialiser des améliorations que nous ne voyons pas avec nos tests. Oui, et du coup c'est possible, mais c'est très dépendant en fait du contexte de l'enfant et de l'institution. Et quand on arrive à le faire, c'est en général très riche. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Bonjour. Je suis docteur David Masson, je suis psychiatre sur le Grand Est, coordinateur des centres support de la région. J'avais une question par rapport à la question du déploiement des outils de remédiation cognitive en pédopsychiatrie. On a parlé en termes de circulaire, du déploiement, d'une stratégie de déploiement des outils adultes. Moi, je me posais la question en termes de ce qu'il y a cette stratégie qui est réfléchie de la même façon en termes de promotion, surtout on voit en termes de nécessité d'études, etc., avec un champ extrêmement large. C'est intéressant pour deux raisons, à la fois pour le développement, puis aussi pour les centres de support, parce qu'on commence à être sollicité sur les questions pour les enfants, et je trouve qu'on est des réponses relativement insatisfaisantes, voire un petit peu décevantes, et je voulais vous remercier pour l'intervention qui éclaircit un certain nombre de points. Pour l'accès alors, à ma connaissance, il n'y a pas de stratégie aussi bien coordonnée que chez l'adulte, mais en tout cas pour l'accès aux formations, finalement, on s'adosse aux structures existantes et par exemple, vous pouvez vous former à la CRT Enfants et à Cognitus dans le DU de remédiation cognitive. Au C3RP à Paris, il y a également des sessions spéciales de CRT. Voilà. Et je sais que l'équipe de Tunis est intervenue plusieurs fois en France aussi à la demande voilà. Il y a aussi, dans l'équipe de Catherine Doyen, elle utilise la méthode NIR chez le grand enfant, avec succès, pour des enfants qui ont des difficultés attentionnelles ou pour des enfants ayant un autisme de haut niveau. Et Asma Bouden a commencé à une série aussi d'enfants avec déficience intellectuelle, avec la CRT, et une autre série avec trouble 10. Et nous, on va possiblement débuter la déficience intellectuelle de l'adulte avec la CRT enfant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a une question en ligne. Alors, existe-t-il des études longitudinales pour des patients avec un profil psychotique, schizotypique, qui auraient bénéficié précocement de remédiation cognitive et auraient permis de limiter le retentissement fonctionnel de la maladie, que ce soit au niveau cognitif, symptomatique, comportemental? Pas à ma connaissance. Et pour être... le problème, c'est une question très intéressante. Le problème, c'est que si on veut vraiment valider ça, sur le plan strictement scientifique, il faudrait faire une étude randomisée, donc
décidant qu'un certain groupe d'enfants puisse bénéficier de ces prises en charge précoces et qu'un autre ne puisse pas en bénéficier et ne puisse pas en bénéficier pendant longtemps pour pouvoir voir l'évolution, ce qui pose un problème éthique. Donc malheureusement, c'est difficile d'avoir des données très précises sur ce plan-là. Pour compléter, pour les études qui ont été faites, alors là, chez le grand enfant, jeune adolescent, sur les sujets à ultra haut risque, on montre un effet positif de la remédiation cognitive. Il y a 3 papiers, je crois. Il y a même plus, c'est avec une méta-analyse qui était parue en 2015 et une autre en 2019. Et il n'y a pas, pour le moment, d'études longitudinales ni sur la survenue de la psychose après, ni sur les troubles cognitifs si la psychose survient après. Donc tout est à faire dans ce domaine. Est-ce qu'il y a une autre question ? En ligne, il y a 2 autres questions. Oui. Ouais. Alors, vous avez bien insisté sur la nécessité de la formation pour l'utilisation des outils. Est-ce que la formation aux outils est possible pour les parents aussi, ou faut-il impérativement être un professionnel ? Alors, non, la formation est possible pour les parents. Il faut vraiment c'est dans la construction de ce type de programme. L'intérêt, c'est d'avoir un thérapeute extérieur au cercle familial qui va pouvoir proposer les choses. Par contre, tout au long du programme, il y a une participation active des parents. Donc, les parents sont vraiment partenaires. En général, pas pour les groupes IFA, mais pour les 2 autres programmes que je vous ai présentés, à la fin de chaque séance, il y a un temps qui est consacré pour un échange avec les parents, pour envisager les activités à faire à la maison en lien avec la séance. Donc vraiment, il y a une participation active, mais il y a un support avec un thérapeute autre. Et alors, ça a un intérêt aussi, vraiment, d'avoir quelqu'un d'extérieur. Je vais vous donner une illustration. J'ai pris en charge un jeune enfant qui avait des problèmes de flexibilité cognitive et qui se traduisait dans le quotidien par vraiment une rigidité importante et une difficulté et du coup une intolérance à la frustration dès que les choses bougeaient. Et dans cette situation-là, ça impliquait toute la famille finalement qui était en difficulté avec cette situation. Et donc du coup, c'était pas, on va dire, pas possible pour les parents de mettre en place quelque chose parce que justement la demande c'était ils étaient pris dans cette situation, ce qui est bien normal. Par contre, on a travaillé ensemble. La maman qui venait aux séances, elle était extrêmement active. On a beaucoup échangé, travaillé sur voilà. Et petit à petit, les choses il y a eu un effet bénéfique vraiment dans le quotidien pour cet enfant, mais parce qu'il y avait l'intervenant extérieur. La dernière question, peut-être en ligne, très courte. Est-ce que les enfants expriment un mieux-être au-delà des bénéfices sur le comportement qui peut être observé ? C'est variable, mais parfois, effectivement, les enfants peuvent dire, tout dépend de l'objectif de la prise en charge, mais les enfants peuvent dire, c'est bien maintenant, le matin quand on se prépare pour aller à l'école, maman est contente et maman n'est pas fâchée, ou papa n'est pas fâché, et c'est plus apaisé, et voilà. Donc ils peuvent l'exprimer de cette manière-là. Après, c'est un petit peu variable. Il y a comme dans toutes les prises en charge de ce type, des fois ça fonctionne très bien, et puis des fois les résultats sont un petit peu plus modérés. Faut pas... Bien, merci beaucoup Émilie.